C'était pas ma guerre! Bonsoir! Saint-Denis! Chers amis auditeurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue amis guerriers et amis combattants, bienvenue sur les ondes du Terre-Terre Lorrain, bienvenue sur Radio Lorraine Enragée, bienvenue pour ce nouveau numéro des grandes batailles qui ont fait l'histoire, en compagnie de notre ami et camarade guerrier des steppes, Laurent Chang. Salut Laurent. Tovarich, bonsoir. Alors, cher ami Laurent, eh bien, nous avions déjà fait quelques sons ensemble, nous avions parlé des Thermopyles, nous avons aussi parlé de la bataille de Gettysburg, et aujourd'hui, nous revenons sur une bataille ô combien importante, et une bataille décisive, on va le voir. Et en plus, ça nous permettra de parler un petit peu de l'actualité, puisqu'on est en plein dedans avec la guerre en Ukraine. Il s'agit de la bataille de Koursk. L'ouest de la Russie, 1943. Allemands et soviétiques s'affrontent lors de la plus grande et de la plus meurtrière bataille de tanks de l'histoire. Le sol tremblait comme s'il y avait un énorme tremblement de terre. Grande bataille, la plus grande bataille de chars de l'histoire, on va aussi voir ça avec toi, Ouais. qui a eu lieu en 1943. Alors, ne tournons pas autour du pot et rentrons dans le vif du sujet tout de suite. Alors le contexte, ça se passe en 1943, en plein été je crois. C'est ça. Quel est le contexte? En 1943, c'est l'année où durant la Seconde Guerre mondiale tout bascule, si je puis dire. Exact. On est après la bataille de Stalingrad. Comment ça se passe? Quel est le contexte? C'est ça. On est entré dans la troisième année de la guerre à l'Est. Donc les Allemands, première série d'offensives en 1941, le plan Barbarossa, déclenché le 22 juin 1941, qui échoue 2000 km plus loin en novembre-décembre, à hauteur de Rostov-sur-le-Don. Moscou n'est pas pris, Leningrad n'est pas pris, la route du Caucase est bloquée, Kharkov, Kiev sont pris. Mais les Allemands sont bloqués et ils relancent la mécanique. Alors, ils sont bloqués de par à la fois la résistance, la résilience des soviétiques, l'extrême étirement des lignes de communication, la fatigue, l'usure et des hommes et du matériel, et l'incapacité qu'a l'industrie allemande à renouveler le matériel assez rapidement, sans compter une impréparation logistique liée au fait que Hitler était bien persuadé que cette guerre serait gagnée avant l'hiver. Il refusait même l'idée, de toute façon, de lancer des tenues d'hiver, par exemple. Et puis tout simplement le plan. Le plan était lui-même, c'est pas le lieu d'en parler, mais le plan lui-même était largement critiqué. En tout cas, les Allemands étaient, après la campagne de France, avaient fini par être, pour beaucoup, convaincus du génie ou de la maestria ou de la vista d'Hitler. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on sait que ce plan était très largement condamné à l'échec. En 1942, les Allemands se relancent. Pareil, cette fois-ci, au lieu d'attaquer sur 3 fronts du nord au sud, ils concentrent leurs forces au sud parce que Hitler veut absolument s'emparer du Caucase. Donc là tu parles de l'invasion de la Russie. Toujours, on continue, deuxième année. Alors on n'est plus dans Barbarossa, on est dans le plan bleu, le Fallblau. Qui va aboutir à là aussi à la fois une grande victoire avec la reprise de la deuxième bataille de Kharkov, plus les Allemands qui pénètrent dans le Caucase, la prise de Sébastopol, puis pénétration dans le Caucase, mais qui va là aussi s'arrêter en novembre 1942 et va buter sur Stalingrad, effectivement. Et bataille qui se termine en février 1943 par la fin piteuse de la 6e armée, la destruction de 300 000 hommes, la reddition, la première reddition dans l'histoire de l'armée allemande et prussienne d'un maréchal, le maréchal Friedrich Paulus. Là-dessus, les soviétiques se gonflaient par cette victoire qui est effectivement remarquable, mais qui, comme toujours avec eux, leur a coûté
des flots de sang, un flot de sang. Une victoire épuisante. Quoi, ouais. Les Soviétiques se relancent, repartent à l'attaque, mais lors du premier semestre 43, mais ils vont trop vite, ils veulent aller trop vite, ils veulent aller trop loin, et ça aboutira à la 3e bataille de Kharkov, ville qui, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, est revenue justement dans l'histoire militaire tout récemment. Von Manstein, qui est à cette époque-là le grand commandant des troupes de l'Ost-Heer, c'est-à-dire la Wehrmacht à l'Est, rétablit la situation, et c'est à ce moment-là que les Allemands, à la fin de l'hiver 43, alors que les Soviétiques font une pause stratégique et opérationnelle, les Allemands concoctent un grand plan pour essayer de se relancer une 3e fois. Ce sera la 3e et la dernière, et ce sera l'opération Citadelle, c'est-à-dire donc effectivement la tentative d'assaut de Koursk. Alors voilà pour le contexte. On peut qualifier cette bataille de gigantesque, véritablement. C'est s'établit sur un territoire de plus de 20 000 km². Donc c'est absolument incroyable comme terrain. Comme tu l'as dit, on va dire quelques mots sur les commandants, les maréchaux, les généraux qui sont engagés dans cette bataille. On a affaire à du grandiose. Dès lors où on s'intéresse aux faits militaires, on a affaire à du très lourd. Tu as cité quelques noms, par exemple Von Manstein, je ne sais pas si je prononce bien. Manstein, germanophones m'excuseront, je suis un latin. Manstein, alors, par exemple, quelques mots sur Manstein, qui je crois, lui, a brillé pendant la campagne de France. Alors, pas tout à fait, c'est-à-dire que donc Manstein, c'était un héritier d'une très grande famille aristocratique, qui avait d'ailleurs des origines juives lui-même. Manstein est en fait le nom de l'homme de l'aristocrate prussien qu'il a adopté. Manstein est effectivement considéré aujourd'hui comme un des plus brillants stratèges, sinon le plus brillant stratège de l'armée allemande de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'a donc pas empêché l'Allemagne de perdre la guerre in fine. En 1940, en 1939, 1940, il est concepteur du plan contre la Pologne et surtout contre la France. C'est lui qui... je résume. En résumé, bien sûr. Vraiment, un grand trait, uniquement sur les personnages. Manstein, effectivement, est celui qui conçoit le plan d'invasion de la France par ce qu'on a appelé le Sicherheitsschnitt, c'est-à-dire un coup de faucille. En 14, les Allemands ont tenté le coup par la Belgique, en contournant Paris par l'ouest. Et là, cette fois-ci, Manstein dit non, il faut qu'on perce dans les Ardennes. Voilà, tout simplement. Mais en 1940, quand cette opération est lancée, quand le plan blanc est lancé, le Fallweiss est lancé contre la France, Fallgelb, pardon. Fallweiss, c'était la Pologne, plan blanc. Manstein est en fait plus ou moins mis à l'écart. Il est plus ou moins en disgrâce. Enfin, j'exagère en disant cela, mais en tous les cas, il n'a pas de commandement opérationnel. Il reviendra ensuite sur le devant de la scène et va se couvrir en fait va se couvrir de gloire effectivement en Russie, contre la Russie. C'est là qu'il sera maréchalisé. Et c'est là qu'après les vagues de limogeage par Hitler fin 41, il va monter en grade et devenir pendant une période le vrai directeur de la conduite des opérations à l'Est, en particulier lors de la bataille de Koursk, parce que Hitler, à partir de 41, commence à monopoliser les décisions dans les décisions militaires, et à Koursk, étonnamment ou pas, Hitler va laisser justement les mains libres à ses généraux, à son état-major, à l'OKH, voilà, comme on l'appelait, l'état-major militaire de l'armée à l'Est, et Manstein va concevoir le plan de Koursk. Pour ce que Manstein intéresse, ma foi, il y a ses mémoires, qui, comme toujours avec les généraux allemands, sont des mémoires, c'est un plaidoyer pro domo, mais qui sont quand même très intéressantes sur la conduite des opérations. Voilà.
Un petit mot, allez, il y en a tellement, mais Oui. comme on l'a dit, on fait vraiment au pas de charge. Allez, je te laisse choisir entre Von Klug et Model. Alors Model est beaucoup plus intéressant. Alors prenons Model. Voilà, Model est très intéressant parce que Model, c'est un de ces officiers qui, lui, a grimpé les échelons, en particulier après la prise du pouvoir des nazis. Il fait partie de ces officiers qui ont bénéficié de l'arrivée d'Hitler au pouvoir. C'est lui-même un nazi convaincu. Il le restera longtemps. C'est un officier brillant, mais voyez ces photos sur Internet, avec un visage vraiment de butor, très brutal. Il avait un monocle, je crois. Il avait un monocle, absolument. Il avait comme Reichenau, il avait un monocle. Brillant, très brillant tacticien, grand spécialiste de la défensive, mais homme qui a laissé la réputation d'être très dépensier en vie humaine, qui ne rechignait pas à sacrifier beaucoup pour conserver le terrain. Il n'empêche que donc il a brillé à l'est, il brillera aussi à l'ouest, puisque c'est lui qui en 1944 mettra un terme à la tentative des Alliés de pénétrer en Allemagne par les Pays-Bas, un pont trop loin, c'est lui. Et il se trouve que dans les derniers moments les dernières semaines de la guerre, en avril, il se suicidera après avoir laissé une lettre dans laquelle il explique qu'il s'est trompé, il se considère responsable de la mort de beaucoup de ses hommes, et que très probablement il a eu tort, et que de suivre Hitler. Beau parcours. Beau parcours. On va équilibrer les forces. Dans l'autre coin du ring, on va en faire également deux, mais voilà, rapidement. Il faut parler de Georgi Loukov. Oui, alors Loukov, personnage aussi passionnant, qui bénéficie depuis quelques années d'une très très belle biographie en français, écrite par Jean Lopez, et je ne sais plus le nom de son alter ego. On trouvera sur internet. Un géorgien, oui, je mettrai un nom géorgien, visuel. Laksha, je ne sais plus comment. Mais très belle biographie. Joukov, c'est un personnage très intéressant. C'est un de ces rares généraux qui ont réussi à passer à travers les gouttes quand Staline a lancé sa grande purge des militaires, commencé avec l'exécution de Toukhachevski. Alors que Joukov était lui-même un des tenants des idées les plus modernes, c'est-à-dire la mécanisation, les attaques en profondeur, le développement de l'art opératif, qui se situe entre la stratégie et la tactique. Donc Joukov passe au travers des gouttes. C'est un communiste convaincu, comme les autres. Il va se révéler en 37, 38 et 39 sur le front d'Extrême-Orient. C'est lui qui notamment va vaincre les Japonais en Mongolie extérieure, à Khalkhin-Gol. Là, ton pays. Mais on coupera. Ou pas. Oui, c'est ça. En Mongolie extérieure, donc Khalkhin-Gol. C'est la seule victoire d'ailleurs enregistrée à cette époque par les soviétiques qui souffrent beaucoup face aux Finlandais, qu'ils ont agressés du reste. Et Joukov va revenir donc et prendre le commandement des opérations, toujours sous la houlette de Staline. Quand après l'opération Barbarossa, Staline va s'apercevoir que ses fidèles, les Voroshilov, les Boudienny, n'ont comme qualité que d'être de parfaits séides, qui obéissent au doigt et à l'œil, et qui sont pour lui comme des vierges énamourées, mais qui n'ont absolument aucune valeur militaire. Donc Joukov va, à partir de ce moment-là, auréoler lui aussi de ses succès à l'Est, même à l'Extrême-Orient. Il va progressivement prendre le commandement des opérations, sachant que ses relations avec Staline vont être tumultueuses, compliquées. Il va se retrouver à la tête de la Stavka, donc le grand état-major soviétique. Staline va le limoger, il reviendra plus tard. Et après 1945, en 1945, quand les soviétiques auront terrassé l'aigle nazi, Staline prendra ombrage de l'aura internationale de Joukov et va le reléguer
Donc Zhukov vivra plus tard, plus longtemps que Staline. Donc c'est un héros, mais à la fin de sa vie, c'est un héros qui est mis de côté. Si vous voulez, il connaîtra une carrière administrative, militaro-administrative, mais il n'a pas. Il aurait pu briguer encore plus de responsabilités et plus d'honneur qu'il en a eu. Il a une très belle statue équestre à l'entrée du Kremlin. Pour ceux qui auraient l'occasion d'aller à Moscou, peut-être pas tout de suite, mais... C'est pas forcément recommandé en ce moment, mais après, pourquoi pas. J'ai pas envie de prendre des risques. Allez, un petit dernier, rapidement aussi. Et comme pour les précédents, je l'ai choisi entre Rokossovski et Koniev. Rokossovski, très intéressant. D'origine polonaise. D'ailleurs, après-guerre, il prendra le pouvoir en Pologne pendant un temps. Parti communiste polonais. Condamné à mort sous Staline. Finalement, il ne sera pas exécuté. Grand militaire, grand théoricien militaire, grand praticien militaire aussi. Rappelé au service en 1941 par patriotisme, et peut-être aussi parce que de toute façon il n'avait pas le choix et que, ayant échappé de peu à une exécution par balle, il s'est dit ce serait dommage que maintenant j'en reprenne une. Donc il rendosse l'uniforme, brillante guerre également, dans les pas de Zhukov, et lui-même ne sera, en fait, sa condamnation à mort ne lui sera, ne sera effacée qu'en 1955. Malgré tout, Staline lui conservera toujours une espèce de haine personnelle. Voilà. Koniev, comme d'autres, comme Tchoukov, comme d'autres, pareil, figure du soldat prolétarien, c'est-à-dire qui souvent a fait ses premières armes dans l'armée tsariste, qui s'est engagé pendant la Révolution et qui a monté petit à petit les échelons en se faisant remarquer par son intelligence, par son caractère, par sa capacité à entraîner les autres. Le général de l'avant, comme souvent les soviétiques l'ont été, une tradition qui perdure, puisqu'on le voit aujourd'hui en Ukraine avec les 6 ou 7 généraux qui ont été tués au combat. C'est plus suivez-moi que allez-y. Comme ça, ce qui change beaucoup. C'est comme ça qu'effectivement on conçoit les choses dans la doctrine, la tradition et la doctrine soviéto-russe. Et pareil, Koniev, j'ai pas les détails là, mais non, on a dit qu'on fait rapide. Pareil, il ira au bout de la guerre jusqu'à Berlin et jusqu'au cœur de l'Allemagne. Jusqu'en 1945. Après, je ne sais pas quel va être son destin. Je pense qu'il va être également statufié et enrobé de cire, comme tous ces grands généraux dont Staline se méfie autant qu'il est heureux de les avoir eus sous la main. Voilà pour les grandes têtes qui sont présentes. Alors, allons-y, faisons démarrer le char, hein, il est temps de y aller. Il y en a eu. Donc nous sommes, on l'a dit, en plein été. Hein, la bataille se déroule du 5 juillet au 23 août 1943. On a dit sur un terrain énorme, vraiment le théâtre d'opération est gigantesque. Et c'est aussi pour ça qu'on retient cette bataille, puisque c'est la bataille des chars, la grande bataille des chars. Quelques chiffres, j'ai noté 1 900 000 soldats du côté russe et 900 000 du côté allemand, voilà les forces en présence. Et pour les chars, 3 300 pour les Russes et 2 700 pour les Allemands. Alors, il faut dire un mot forcément sur la mécanique. Là, on va rentrer un petit peu dans le côté huileux de l'affaire. Quels sont les chars en présence ? D'accord. Il faudra aussi après qu'on évoque le terrain. On évoquera le terrain. Pas qu'on oublie le terrain. Pourquoi Koursk ? Les chars. Côté soviétique, nous avons essentiellement le T-34-76. 76, c'est le calibre du canon. Ouais. Et nous avons le KV-1, qui est un monstre. Le T-34-76, c'est un char moyen. Le KV-1, c'est un char lourd. Jusqu'en 1943, ce sont des chars qui sont largement supérieurs aux chars que les Allemands leur opposent. Ça, ce sont les deux chars ce sont les mulets de l'armée soviétique. Côté allemand,
On a des chars qui sont en train de disparaître, qui sont des chars de la génération précédente. Les Panzer, le Panzer 1 et Panzer 2 sont déjà relégués, mais nous avons des Panzer 3, nous avons des Panzer 4 à canon court, donc totalement inefficaces contre les T-34-76 et a fortiori contre les KV-1. Nous avons des chars, mais ce qui fait la supériorité de l'arme blindée allemande, c'est sa mobilité, c'est sa capacité tactique. Pour un char soviétique, les Allemands sont capables de mobiliser 3 chars pour le dézinguer et continuer. Ils sont beaucoup plus mobiles, ils ont des équipages d'excellente qualité qui d'ailleurs vont être sacrifiés pour une grande partie d'entre eux à Koursk. Donc si je comprends bien, là c'est pas la force brute qui compte, c'est la force tactique. Là oui, véritablement jusqu'en 1943, là oui. Sauf que précisément au moment de Koursk apparaissent 3 nouveaux blindés. Tu as le Panther, c'est le Panzer 5, le Tigre, Panzer 6, et un canon d'assaut, c'est-à-dire que c'est plutôt de l'artillerie sur chenille, qui est le Ferdinand. Il faut savoir quand même que la bataille de Koursk, qui a lieu effectivement qui démarre au mois de juillet, aurait pu commencer au printemps, parce que les plans ont été arrêtés au mois de mars. Ça a été un grand débat chez les Allemands. Est-ce qu'on attaque tout de suite avec les moyens dont nous disposons encore, ou est-ce qu'on retarde et on utilise le nouveau matériel, les nouveaux chars? C'est cette deuxième solution qui va être adoptée. S'ils avaient attaqué plus tôt, on était encore en période de dégel, donc probablement qu'ils auraient subi ce qu'on appelle la Rasputitsa, c'est-à-dire une steppe transformée en océan de boue. C'est la neige mélangée à de la boue, quoi. Il n'y a même plus de neige, là, c'est tout simplement les pluies torrentielles et la terre devient de la boue. C'est ça. En attaquant plus tard, ils ont du meilleur matériel, mais on va le voir, ils n'ont plus l'effet de surprise. Donc le Panther, c'est aujourd'hui encore considéré comme probablement le meilleur char, quoique c'est toujours contestable et contesté, peut-être en tout cas le meilleur char allemand de la Deuxième Guerre mondiale, et peut-être le meilleur char toute nation confondue, quoi qu'il ait aussi le T-34-85 comme adversaire qui peut rivaliser, dans le sens où il a un adversaire capable de le mettre hors d'état de nuire, ce que le Panther est également capable de faire avec le T-34-85, mais le T-34-85 n'apparaîtra justement qu'après Koursk, quand les Soviétiques vont s'apercevoir que désormais, ça y est, les Allemands se sont enfin dotés d'un matériel capable de les défier. Le Panther, c'est un canon de 75, c'est un magnifique engin, mais qui souffre de certaines fragilités structurelles. C'est comme toujours, avec les Allemands, c'est une Rolex. Sauf que tu fais tomber une Rolex dans la boue. C'est cuit. En tout cas, c'est peut-être pas cuit, mais en attendant, bon. C'est du beau matériel, mais c'est fragile. Tu mets ta Rolex en danger. Le Tigre, lui, c'est un char lourd. C'est peut-être le char emblématique avec le Sherman de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un canon de 88 mm, c'est 100 mm de blindage frontal. C'est un monstre, c'est celui que vous verrez dans le film Fury, ce fameux c'est pas vraiment un duel puisque tu as 5 Sherman de types différents face à un tigre. Bon, dans une scène qui est très belle mais qui est totalement fantasque, pour qui s'intéresse un tout petit peu à la tactique des blindés. Donc le char tigre, tu en as, on n'est pas très sûr, on sait qu'il y avait 200 panthères. Il y avait peut-être une centaine. Le tigre est apparu de tigre. Le tigre, lui, est apparu pour la première fois en Tunisie, puisqu'on est encore à l'époque de l'Africa Corps. Il est apparu en Tunisie, il a fait des ravages dans les rangs américains. Là, il va également faire des ravages dans le camp soviétique. C'est celui qu'on voit dans les Morphalous, juste petite... je sais pas si tu te souviens, mais on voit je crois qu'on voit... J'en doute fort parce que aujourd'hui, si tu veux voir un tigre, par exemple, tu en vois un dans Il faut sauver le soldat Ryan. D'accord. Et ce n'est pas un vrai tigre. En réalité, c'est une base de T-34 soviétique sur lesquels on a plaqué
bon, un ersatz, on a mis une fausse tourelle, enfin bon. Donc un vrai tigre dans un film, j'ai pas connaissance. Si, à part justement Fury. Mais je ne sais pas jusqu'où c'est un CGI comme on dit aujourd'hui. Quoi. Donc le tigre 1 en l'occurrence, parce qu'il y aura des déclinaisons. Ne nous éloignons pas. Le Ferdinand, donc lui c'est un gros canon, pareil de 88, monté dans une casemate, qui n'a donc pas les capacités de rotation de tourelle qu'a le tigre ou le panthère, mais qui est donc là en réalité pour détruire les positions d'artillerie, les bunkers, voilà, ou faire du tir indirect. C'est de l'artillerie qui se transporte par chenille, enfin par châssis chenillé, ce qui est aussi d'ailleurs une spécialité soviétique. Et puis ne pas oublier le dernier char qui apparaît là aussi, c'est le Panzer IV qui existe déjà, qui lui est vraiment le char à tout faire de l'armée allemande, enfin qui va le devenir, et qui est désormais doté d'un canon de 75 long. C'est le Haus-G, c'est-à-dire donc la version G, il y en aura beaucoup d'autres encore derrière. Et là, cette fois-ci, il se dote de Schürzen, c'est-à-dire de protection latérale, sur la tourelle et sur les flancs du châssis. Et puis, il a désormais un canon long, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici, qui lui permet désormais, avec son obus perforant explosif, de faire sauter les tourelles des T-34, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Alors allons-y Laurent, on a fait briller les chenilles, maintenant passons à l'action. Un petit mot sur le terrain, puisque bon, on l'a dit c'est énorme, et après la bataille, comment ça démarre et comment ça se passe. C'est-à-dire qu'effectivement quand au printemps soviétique les Russes s'arrêtent pour souffler, après avoir vaincu à Stalingrad, les Allemands réussissent, Manstein a réussi à réduire le front, il reste... alors le front se stabilise, forme une ligne à peu près verticale, mais au milieu de cette ligne, à hauteur un peu au-dessus de Kharkov, il y a une hernie, d'accord, une sorte de bosse, au milieu de laquelle se trouve Koursk, la ville de Koursk. Donc il faut imaginer une verticale, et puis de l'est à l'ouest, une sorte comme une poche. Voilà, une poche, c'est ça, un saillant. Comme nous en Lorraine, on connaît le saillant de Saint-Miel. Eh bien, il y avait le saillant de Koursk. Et ce saillant, c'est une anomalie qui est liée d'ailleurs à la géographie. Ce saillant, il va former, comme tu l'as dit, plus de 20 000 km², une longueur de 100 km depuis la ligne de front jusqu'à Koursk, et 250 km d'Orel à Bilgorod, qui sont les deux villes qui forment les angles, les virages extérieurs du reste de ce saillant. Et c'est là que Hitler, en accord avec Manstein, va décider d'attaquer, pensant justement à attaquer par le sud et par le nord, une pince, prendre en tenaille, une pince nord et sud, encercler les armées soviétiques qui s'y sont engouffrées, et de la sorte reprendre ce qu'ils ont perdu à Stalingrad et repartir de l'avant. Voilà, c'est comme ça que, grosso modo, en résumé, voilà comment les Allemands perçoivent cette bataille, comment ils imaginent qu'elle va se dérouler. Donc ils repartent à l'offensive avec deux grands corps d'armée. Tu as, il y a groupe d'armée centre, groupe d'armée sud, plus le détachement Kempf, qui est aussi un général allemand très intéressant, qui a, comme Hoth et d'autres, ce sont des gens qui ont brillé lors de la campagne de France. Alors là, tout est en place, et il y a une chose dont qu'il faut absolument dire, c'est que c'est l'ultime chance pour l'armée allemande de reprendre la main. C'est-à-dire que c'est l'ultime offensive. Pour eux, ils ne le savent pas encore. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avec le recul, on s'aperçoit les Allemands, effectivement, mobilisés, ça dépend des historiens, mais ont mobilisé grosso modo entre 50 et 70% de leur matériel militaire, de leurs moyens, et en particulier les troupes blindées. Les chiffres, tu les as évoqués. Donc c'est une bataille qui va se passer... on est habitué à avoir des batailles sur quelques kilomètres carrés. Donc là, on est bien d'accord, on est sur une bataille qui va se dérouler sur 23 000 km². Un carré de 100 sur 200, un rectangle de 100 sur 200 km. C'est énorme, c'est gigantesque. Donc effectivement, les Allemands vont mettre le maximum. Ils vont mettre deux
deux armées aériennes également, de Luftflotten. On est entre 1800 et 2000 avions, 10 000 canons et mortiers. Effectivement, ils vont concentrer énormément de l'élite en fait de leur arme blindée en particulier, et l'élite également de leur division motorisée. Tu as que ce soit la Wehrmacht, ou enfin de la Heer, l'armée régulière, ou de la Waffen-SS. Alors, nous sommes le 5 juillet. La bataille démarre, qu'est-ce qui se passe ? On va pas faire tout le mois et demi parce que c'est quand même long, et on va essayer de limiter la durée d'émission. Mais allez, en résumé, comment se déroule la bataille et comment elle se termine surtout. Eh bien, au nord, Model, dont on a parlé tout à l'heure, au nord de ce saillant, Model lance la 9e armée, et au sud, Kempf lance son détachement, et Hoth lance sa 4e Panzer armée, dans l'idée que les deux rejoindront à peu près en même temps Kursk, qui se trouve donc à la base du saillant, et refermeront ce saillant avant d'éliminer ce qui s'y trouve coincé, et de repartir de l'avant. Grossièrement, il faut une tenaille. Ah, mais c'est ça, le principe, c'est ça. C'est vraiment ça, c'est une tenaille. C'est comme un bouton, et avec tes deux doigts, hop, tu presses sur les deux côtés en espérant que ça va éclater. C'est dégoûtant, mais c'est exactement ça. D'accord. En face, ma foi, les soviétiques ont disposé 4 fronts. Un front, c'est leur groupe d'armées à eux. C'est comme ça qu'ils appellent ça, un front. Comme aujourd'hui, d'ailleurs, en Ukraine, ils ont lancé 4 fronts. Alors, donc il y a le front de Bryansk au nord, le front central qui tient justement le saillant lui-même, avec derrière le front de la steppe, puisqu'effectivement ensuite on entre dans l'immense steppe eurasiatique, et au sud le front de Voronezh qui est une ville située plus au sud. Tout de suite, en fait, les Allemands vont se casser les dents. Ils auraient dû s'en douter certainement. Le fait est que les Soviétiques étaient au courant de leur tentative, puisque comme je vous l'ai dit, le plan était arrêté depuis le mois de mars, et donc nécessairement les Allemands ont massé des troupes, ont préparé leur opération, leur offensive. Les Soviétiques étaient au courant, à la fois par les décryptages du fameux système Enigma, chiffré, et par l'action efficace du réseau d'espionnage Lucie en Suisse. Les Soviétiques donc sont informés très tôt de cette offensive que sont en train de monter les Allemands. Si bien que pendant tout le printemps, les Soviétiques vont tout simplement préparer le terrain. Ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont organiser des défenses sur presque 200 à 300 km. Donc ils vont multiplier les lignes de défense, ils vont poser 1 million de mines, anti-personnel et anti-véhicules, des fossés anti-chars qui en plus vont se remplir d'eau, parce que quand les Allemands vont lancer leur offensive début juillet, il va se mettre à pleuvoir à saut. Donc les chars vont tomber dans les fossés sans forcément les avoir vus, et en plus vont s'embourber. Dedans, des pièges individuels, ce qu'on appelle aujourd'hui des IED, des champs de barbelés à perte de vue pour bloquer là aussi l'infanterie, des casemates bétonnées, une succession de lignes de défense qui rend quasiment impossible en réalité une pénétration en force. Là-dessus, donc dès le mois de juin, on a 6000 km de tranchées qui ont été creusées, surtout non seulement dans le saillant, mais plus en profondeur, pour arrêter, pour prévenir et pour détruire les groupes de blindés qui auraient réussi à rentrer. Les villages ont été totalement aussi transformés en positions fortifiées. Bref, c'est un véritable camp retranché sur 20 000 km². Simplement, c'est comme un département français qui serait transformé effectivement en blocos. Tout à fait, c'est exactement ça. Et les Allemands ne le savent pas, ça. Eh bien, les Allemands, si. Ah oui. C'est-à-dire qu'à un moment, les Allemands vont s'apercevoir... Bon, d'abord, parce que les Allemands voient bien quand même les travaux qui sont faits en face. Il y a de l'espionnage des deux côtés. Et puis, il y a de la reconnaissance aérienne. Et alors qu'au début, les Allemands vont concevoir un plan sur la base d'un terrain qui est vierge, au fur et à mesure des reconnaissances aériennes, ils vont s'apercevoir que non, les Soviétiques travaillent d'arrache-pied. Ce qui est bien que les Allemands,
qui avait effectivement dans un premier temps pensé attaquer tout de suite, dès le mois de mars avec les moyens du bord, et ont finalement décidé d'attaquer plus tard avec plus de moyens, se rendent compte que, contrairement à toute leur doctrine, qui est celle d'une attaque surprise, avec un effet de surprise tactique justement attendu, là ils vont attaquer frontalement un ennemi qui les attend. Ils misent sur le fait que les soviétiques ne savent pas simplement quand ils vont attaquer. Or, même là, les Allemands vont se tromper, puisque même là, les soviétiques savent à quelle heure les Allemands vont frapper, et comme les Allemands, en plus, je ne sais pas si on peut dire qu'ils commettent l'erreur, mais en tout cas, les Allemands prévoient d'attaquer le 5 juillet. Les Allemands commencent déjà un peu à se mobiliser le 4 juillet. Pourquoi ? Parce qu'en phase 2, il y a des vallonnements, il y a des collines, il y a des chaînes de collines, d'où les soviétiques peuvent les toiser. Et des mamelons, quoi. Et là, les Allemands veulent les prendre avant de partir vraiment vers la réduction du saillant. Sauf qu'en faisant cela, ma foi, ils se révèlent, ils se dévoilent. Oui, ils dévoilent. Et de fait, alors même que les Allemands se préparent, font tourner leurs moteurs, l'artillerie soviétique va commencer à se déchaîner à 2h30 du matin. Donc ils n'ont absolument pas le temps en fait de suivre le plan. Non, exactement. La seule erreur que vont commettre les soviétiques, c'est que ils pensent en fait que l'attaque principale viendra au nord, alors qu'en fait elle viendra du sud. Donc ils vont déployer beaucoup plus de troupes face au nord, mais en tous les cas, ce qui fait que la première pince, celle que commande Model, va très vite être émoussée. Et du reste, à la fin des combats, au nord, donc au bout d'un mois et demi quand même de combat, les Allemands n'auront progressé que de 12 km. Sachant que Koursk elle-même, la ville de Koursk, est donc à 100 km du point de départ des chars allemands. Donc on est très très loin. Voilà. C'est un échec la flagrant. La pince sud, qui est donc celle que commande Hoth, général Hoth, cette pince sud, elle ira pas plus loin aussi que 30 km. Ah ouais. Pas beaucoup. Il y a une scène, je ne sais pas si vous connaissez cette série, je vous invite à la voir, une mini-série en 3 épisodes qui s'appelle Generation War, Génération Guerre, une série allemande. Mini-série allemande qui montre l'évolution d'amis allemands du début à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a notamment, parmi ces combien de protagonistes, 5, parmi ces 5 jeunes héros, il y en a un qui est officier de la Wehrmacht et qui se retrouve à Koursk. Et la scène montre très bien que les Allemands sont en train de se préparer pour l'offensive de Koursk. Alors, là, ça se passe de jour, c'est pas tout à fait vrai, puisque finalement, comme je vous disais, les soviétiques attaquent dès le soir, dès la nuit. Les Allemands sont en train de se préparer. Ah non, je dis une bêtise d'ailleurs, parce que là je me souviens maintenant qu'en réalité ils sont en train de fumer, ils discutent entre frères, quand tout d'un coup les Katyusha soviétiques c'est-à-dire les lance-fusées soviétiques commencent à se déchaîner sur leurs tranchées. Donc je me trompe. Ils font les fameux bruits là. C'est ça, c'est les bruits de fusées. Non, c'est au contraire très bien montré. Les Allemands sont pris au dépourvu, ils pensent qu'ils vont attaquer, en fait ils se font attaquer. D'accord. Et là, on va avoir pendant effectivement 1 mois et demi une progression qui est lente, qui n'est pas égale selon qu'on est au sud ou au nord du saillant. On a des véhicules qui vont être également, qui vont subir, outre les outrages de l'ennemi, énormément d'avaries liées à l'usure du matériel, parce que c'est très fragile malgré tout un blindé, contrairement à ce qu'on peut imaginer, mais aussi le climat, parce qu'en réalité il va se mettre à pleuvoir énormément, comme je le disais tout à l'heure, donc les chars vont s'enliser, donc ce qui enraye l'offensive. Quand il ne pleut pas, il va faire une chaleur épouvantable, donc c'est la poussière, ça sèche, au contraire, alors ça redevient de la boue, ça sèche à nouveau, enfin les hommes comme le matériel souffrent énormément, la logistique a bien du mal à suivre, et en face c'est bien que ce soit la 13e armée soviétique ou la 5e armée blindée de la garde ont enregistré, je cite ces deux-là parce qu'elles sont emblématiques et que ce sont parce qu'en réalité il y a beaucoup plus, je vous invite à regarder, quand on parlera de la bibliographie, pour ceux que ça intéresse, vous pourrez voir quel est l'organigramme.
Mais ces deux armées-là ont beaucoup enregistré, beaucoup appris des 2 précédentes années. Donc, on n'est pas encore sur l'efficacité de 44, bien sûr, mais ça arrive. C'est-à-dire que là, on a une infanterie qui se retranche, qui sait combattre, qui sait reculer aussi, ce qui n'était pas le cas jusque-là, qui sait tendre des pièges, et qui travaille en bonne entente avec l'artillerie, qui est quand même aussi une spécialité russe et soviétique. Désormais, on a vraiment une coopération interarmes qui se met en place et qui va enrayer le flot de blindés allemands. Est-ce qu'on a à un moment donné de la bataille quelque chose de graphique dans le sens où, de proportion gardée, est-ce qu'on a une espèce vraiment d'image graphique entre des chars d'un côté, des chars de l'autre, sur une grande plaine, comme on l'a dit, le terrain est énorme. Et à quel moment de la bataille il y a eu ça ? Parce qu'en fait, justement, ce qui est intéressant, c'est vu l'étendue du saillant, il y a toute une série de batailles dans la bataille. C'est pas une seule bataille. Bien sûr. Ne serait-ce que parce qu'on ne peut pas, a fortiori avec les moyens de communication de l'époque, on ne peut pas diriger l'intégralité des 2000 chars allemands lancés d'un seul coup de fil. D'accord ? Donc effectivement, la bataille de course se décline en toute une série de batailles, et il y a la fameuse bataille la plus connue qui se trouve sur le flanc sud du saillant, donc le flanc d'où le plus grand danger est venu, et c'est la bataille de Prokhorovka, qui est encore aujourd'hui considérée comme la bataille emblématique de cette guerre. Si je ne dis pas de bêtises, elle se déroule c'est le 12 et 13 juillet 1943, donc on est une semaine après le début des combats. Là véritablement on a, parce que Koursk a la réputation d'être effectivement la plus grande bataille de chars, c'est vrai, mais en réalité au sein de cette bataille qui dure donc du 5 juillet au 23 août, il y a un grand affrontement réellement entre les chars, et c'est la bataille de Prokhorovka. Là, vraiment, on va avoir près de 1500 chars qui vont se heurter sur un espace d'à peu près 20 km². 20 km², pardon. Et les Allemands vont laisser 400 blindés et près de 10 000 hommes sur le carreau. Ah ouais. Et là, effectivement, cette bataille-là, elle est considérée comme... c'est le début de la contre-offensive soviétique, une semaine après... le début de l'assaut allemand. Prokhorovka, c'est la bataille qui sera... C'est le tombeau des blindés allemands. Voilà, c'est le nom que lui donneront les soviétiques. Des fouilles ont été menées il y a encore peu de temps. On retrouve encore énormément de matériel, et puis d'ossements sur place. On voit les vidéos sur YouTube. C'est vraiment la bataille de Koursk, c'est la bataille graphique, comme tu dis, en tout cas, effectivement. C'est ça, c'est cette bataille-là. Alors, après ça, on a dit on va pas faire jour par jour, mais passons au mois d'août et arrivons vers la fin. Les Allemands sont enlisés, ils s'attendaient, comme tu l'as dit, alors on peut pas être catégorique, mais ils s'attendaient à moitié, et en même temps ils étaient un peu sûrs d'eux-mêmes, mais en tout cas là, arrivés aux alentours du 20 août, je pense qu'ils sont à peu près convaincus que c'est mal barré, et on arrive à la fin. Comment ça se passe ? Mais c'est même pas le 20 août, puisqu'en fait la bataille est lancée le 5 juillet, et Hitler arrête les frais le 13 juillet. Ah oui, au soir de la bataille de Prokhorovka. Là, Hitler s'avance et va voir Manstein. Manstein veut continuer. Hitler dit non, on arrête. Il arrête. Il y a plein de suppositions. On verra en conclusion pour quelles raisons Hitler arrête. Enfin, les hypothèses qui ont été évoquées. On peut penser quand même que Hitler avait raison au vu des pertes enregistrées en une semaine par les Allemands contre Manstein. Les Allemands, à partir du 12 juillet, 13 juillet, ils sont livrés à eux-mêmes, les généraux allemands. C'est-à-dire ils se débrouillent pour désormais endiguer la contre-attaque. Pour limiter la casse. Complètement. D'accord. Ils ont échoué, mais maintenant les soviétiques ne se contentent pas de ramasser les morceaux. Les soviétiques contre-attaquent. D'accord. Et les soviétiques vont contre-attaquer à leur manière, c'est-à-dire en prenant leur temps, en perdant également énormément d'hommes et de matériel, mais à cette époque-là,
C'était moins... Pour les soviétiques, on compte pas en plus. Non, c'était beaucoup moins un souci qu'aujourd'hui. La question des zéro morts ne se comptait pas, ne se pensait même pas. On parle beaucoup aujourd'hui des Russes qui sont très peu nombreux, et c'est une des raisons pour lesquelles ils ont plus de mal que prévu en Ukraine. C'est parce qu'ils n'ont envoyé, grosso modo, que leur armée professionnelle. Là, on est sur une guerre des appelés, déclarée là. Oui, avec des c'est un peuple entier. Exactement, Voilà, tout à fait ça. Donc on ne compte Donc pas. les Russes vont lancer leurs 2 contre-attaques, les opérations Kutuzov et Roumiantsev. Et à partir du 2 août, c'est-à-dire entre le 15 juillet et le 2 août, non seulement ils reprennent tout ce que les Allemands ont réussi à grappiller, mais ils avancent. Et donc là, les Allemands vont avoir le plus grand mal, parce que là, ça va être la ruée. Le 3 août, le saillant est franchi, précisément, et le 6, c'est la ville de Bilgorod, donc la première ville au sud du saillant, qui est libérée par les Soviétiques. Kharkov tombera 15 jours plus tard, le 23. Un mois plus tard, ce sera Smolensk, donc ça... C'est des dizaines, des centaines de kilomètres, voilà. Et Kiev le 5 novembre, c'est-à-dire que 3 mois plus tard, puisque juillet, novembre, donc, mais août, c'est là que les soviétiques vraiment repartent de l'avant. Là, c'est Kiev, c'est-à-dire que là, Kiev, on est au centre de l'Ukraine. Donc, il faut imaginer, ils ont fait 500 km, plus de 500 km d'ailleurs, il faudrait revérifier sur une carte, entre Kharkov-Kiev, je crois que c'est 400 km. L'Ukraine, pour rappeler, c'est 600 000 km², c'est plus grand que la France. Oui. Maintenant, à partir de ce moment-là, l'Allemagne n'est plus que sur la défensive. Et s'il y a bien... si Stalingrad, c'est le tournant psychologique, Kursk, c'est le tournant stratégique, le tournant militaire. Militaire. Les Allemands ne seront plus jamais en mesure de mettre en ligne autant de matériel, et les Soviétiques vont retrouver... Stalingrad, ça avait été un grand moment, parce que là, les Soviétiques ne reculent plus, et les Soviétiques sont capables de mettre une pilée aux Allemands, mais maintenant les Soviétiques avancent, et les Allemands ne font plus que reculer. Donc il y aura d'autres déconvenus chez les Soviétiques, mais grosso modo, tout de même, on est parti jusqu'à Berlin en avril 1945. Bah voilà, la bataille s'achève. Bon, tu l'as dit, mais quelques mots sur les pertes. Et ce qui est quand même surprenant, mais en même temps, on a déjà répondu à la chose vis-à-vis de l'URSS. On a plus de 50 000 tués, blessés ou disparus pour les Allemands. Plus de 300 chars, pareil, explosés. 500 000 perdus pour les Allemands. 500 000, pardon. C'est énorme. Et pour les pareil, aussi beaucoup de pertes d'avions. Mais par contre, pour les Russes, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Oui, c'est encore plus, mais parce que précisément, alors je n'ai pas j'ai pas noté les chiffres exacts des pertes soviétiques, mais en gros, pour un char allemand cassé et irrécupérable, on compte 6 chars soviétiques. Et pour un homme allemand à terre, on compte 6 soldats soviétiques, 6 frontoviki à terre. Donc c'est gigantesque. Voilà. C'est gigantesque. Absolument. Ouais, c'est démentiel même. Mais ce n'est pas tant dû aux impérities, aux défaillances de la doctrine soviétique. C'est une victoire soviétique. Qu'à sa conception de la guerre. C'est-à-dire que les soviétiques sont prêts à admettre. Et ils reconnaissent aussi d'ailleurs la supériorité tactique des Allemands. Dans la tactique, sans l'art opératif et sans la stratégie, ça ne conduit jamais à des victoires. Parce que les Allemands sont toujours prisonniers aussi de leur idée d'une victoire décisive. On dit toujours les Allemands c'est Clausewitz, sauf que les Allemands à cette époque-là, depuis longtemps d'ailleurs, depuis déjà Moltke, ils inversent la proposition. C'est-à-dire que c'est d'une grande victoire militaire décisive que surgira la grande victoire finale. La victoire finale. On met la charrue avant les bœufs, on met les chars avant les diplomates. Et donc les Allemands s'enferrent toujours dans la recherche d'une grande victoire, au terme de laquelle l'armée ennemie s'effondrera et on pourra gagner la guerre. Les Soviétiques ont compris bien avant la guerre d'ailleurs que ce n'est pas comme ça qu'il fallait faire. Alors avant de nous diriger vers la conclusion, cher Laurent, il y a aussi un petit mot qu'il faut dire, c'est la participation de soldats français, puisqu'il y a l'escadrille Normandie-Niemen qui est impliquée dans cette bataille. C'est vrai. Alors, comme c'est effectivement... on dit que c'est une grande bataille de chars.
c'est aussi une grande bataille de chars face à une infanterie qui désormais sait comment accueillir les blindés ennemis, mais c'est aussi probablement la plus grande bataille dans les airs, plus grande même que la bataille d'Angleterre. Là, C'est dire. Puisqu'on a quand même effectivement, il ne faut pas croire qu'on a 2000 avions qui combattent 2000 avions en même temps, mais en attendant on a effectivement de part et d'autre presque entre 4000 et 5000 avions qui sont déployés. Et l'escadrille Normandie-Niemen notamment va faire beaucoup d'accompagnement de bombardiers. Il y a de l'appui au sol, il y a du bombardement aérien, il y a de la reconnaissance. Les soviétiques maîtrisent beaucoup mieux l'armée de l'air, enfin l'aviation militaire, qu'ils ne le faisaient 2 ans plus tôt. Ils ont eux-mêmes de très très bons, même un meilleur avion, l'équivalent du Stuka, qui est un avion qui est très vieillissant en 1943. Les soviétiques avec leur Sturmovik ont un appareil qui est encore meilleur. Et l'escadrille Normandie-Niemen avec ses Yak et ses MiG, je crois, vont faire de l'accompagnement et de la chasse. Et je crois qu'il y aura une dizaine de pilotes français qui mourront lors de la bataille de Koursk. Il y en a un dont j'ai retenu le nom parce qu'il s'appelle Tulan, comme un ancien joueur de tennis. Je ne sais pas si ça s'écrit pareil, mais un ancien joueur de tennis français. Champion, on ne sait rien. Donc il y a un Tulan qui va mourir notamment dans cette bataille, mourir au combat. Avant de te poser ma dernière question, pour faire un lien quand même avec ce qui se passe, parce que, on va être honnête, on n'a pas choisi la bataille de Lac au hasard. Quoique, on en a déjà parlé, mais c'est vrai que là, c'est l'actu qui nous a un peu rattrapé, donc exact. Finalement les choses se concordent. Est-ce que cette bataille a je sais peut-être pas une incidence, mais encore une influence? Est-ce que tout ça se passe quand même en Ukraine? Au sud-ouest de la Russie, à la limite de l'Ukraine, mais on est dans cette zone. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe en Ukraine, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, est-ce que, je sais pas, il y a une forme, c'est cyclique, les choses reviennent, les Russes ont appris et justement ils vont éviter de faire des erreurs, même si évidemment pareil, les comparaisons doivent être très limitées, hein. Le monde a changé, le matériel n'a plus rien à voir. Donc est-ce que, je ne sais pas, est-ce que dans l'imaginaire, autant des Ukrainiens que des Russes, moi ce que je verrais surtout, attention parce que les Ukrainiens qui avaient pour un certain nombre accueilli les Allemands en 1941 comme des libérateurs, pas face aux Russes mais face aux bolcheviks. aux soviétiques. En 1944, ils sont heureux de voir au contraire les soviétiques revenir parce que les Allemands se sont comportés de manière tout aussi barbare vis-à-vis d'eux. Donc aujourd'hui, la grande guerre patriotique, elle peut pas vraiment être. Elle est utilisée par. C'est intéressant, elle est utilisée par Poutine pour parler de dénazification, parce que des unités irrégulières comme le Pravi Sector ou. Bataillon Azov. Régiment Azov. Régiment Azov, oui, tu as raison. Et d'autres se considèrent comme les héritiers effectivement de Bandera, de l'UPA, enfin de cette résistance qui va se développer surtout à l'ouest de l'Ukraine et qui va durer pendant encore une dizaine d'années après la Deuxième Guerre mondiale, d'accord, de nationalistes ukrainiens. Donc aujourd'hui, faire le parallèle, Poutine peut le faire par rapport à ces factions-là, qui effectivement nourrissent une nostalgie qui est quand même flagrante, quoi. Faut vraiment s'appeler BHL pour pas l'avoir ou Mathieu Kassovitz pour pas l'avoir. Pour parler que de ces deux-là qui ont fait des grandes déclarations d'amour, mais de la même manière que Finkielkraut avait dit du plus grand bien des nationalistes croates pendant la guerre de Yougoslavie, faisant totalement abstraction de la défascination de ces gens. Ce que je verrais surtout moi aujourd'hui, parce que je suis en train de digresser un peu, si je voyais un parallèle, moi tout simplement, c'est que, outre effectivement le fait par exemple que Kharkov redevient un lieu de guerre, Soumy également, Tcherniev, etc. C'est plutôt que ça fait maintenant 30 ans à peu près qu'on nous parle de la fin des guerres conventionnelles, du passage de guerre où le matériel et les effectifs sont mis en avant, pour parler de guerres alors donc des guerres de haute intensité, des guerres symétriques, c'est-à-dire où vous avez des unités, des armées de chars qui se survolées par des armées d'avions,
précédé par des tonnes d'artillerie et suivi par des monceaux de divisions d'infanterie motorisées qui se heurtent. Ça, c'était la guerre la guerre du temps de la guerre froide. Depuis la fin de la guerre froide, on nous dit que c'est terminé. Maintenant, on est sur des corps expéditionnaires, on est sur des unités d'élite. Frappe des chirurgicale. frappes chirurgicales. Maintenant, c'est du drone. C'est ça, dématérialisé. de la haute technologie. Et bien, cette guerre nous rappelle que non. Que on est dans une guerre de haute intensité entre deux armées qui sont de volumes différents, mais qui utilisent des armes à peu près semblables, dans laquelle la haute technologie n'est qu'un saupoudrage. On a beaucoup parlé des drones armés qui ont eu leur efficacité. On a parlé aussi, ma foi, des missiles portatifs, qu'ils soient anti-aériens ou anti-tanks. On parle aussi beaucoup des systèmes de télécommunication. Le système de télécommunication chiffré russe a complètement failli, le système ERA. Les généraux ont été obligés d'utiliser des téléphones civils qui sont facilement géolocalisables, ce qui a permis aux Ukrainiens de balancer des frappes ciblées, notamment à partir de drones. C'est comme ça que un certain nombre de généraux, si ce n'est tous, ont été tués. Donc on a des guerres qui sont finalement on a une guerre traditionnelle. Parce qu'on a deux vrais ennemis constitués, on a deux nations qui se battent. C'est pas les Américains qui envahissent l'Irak face à une armée qui n'existe plus et qui se retrouvent à Fallujah face à des résistants. Quand les Russes refusent d'entrer dans Kiev, c'est précisément aussi parce qu'ils se souviennent de Grozny et qu'on a oublié ce qu'a été aussi Fallujah pour les Américains. Voyez American Sniper. Donc on a une guerre en race campagne avec de l'aviation, avec des hélicoptères, avec des chars, avec des missiles, avec une infanterie qui occupe le terrain. Et c'est cela, je dirais, moi, s'il y a une leçon ou peut-être un parallèle plus simplement, c'est ça. Le retour du concret, quoi, pour dire ça comme ça. Exactement. Bon, bah écoute, ça sera ma dernière question, cher Laurent. À chaque fois, j'aime bien donner moi, des sources, voilà, des livres et aussi des films, parce que je suis très cinéphile. Alors, quelques livres d'abord sur cette bataille. Quelques livres. Alors, il y en a un que je n'ai pas rapporté, trop volumineux, c'est le Kursk. Le titre, c'est Kursk, les 40 jours qui ont ruiné la Wehrmacht. Ça veut tout dire, qui est de Jean Lopez. Donc Jean Lopez, aujourd'hui les connaisseurs ou les intéressés on n'a plus besoin de le leur présenter. C'est le rédacteur en chef de Guerre et Histoire, c'est vraiment le spécialiste français de l'armée soviétique. Et ce Kursk, il l'a édité chez Economica en 2008. Ceux qui parlent anglais pourront lire David Glantz, qui est un Américain, qui est vraiment le spécialiste de l'armée soviétique, qui a écrit notamment sur Kursk, mais sur Stalingrad, et plus généralement sur toute la guerre à l'Est. Ils pourront lire également un petit livre de poche que j'ai apporté. Alors, on n'a pas d'image, mais... Ouais, je mettrai en visuel. Voilà, un petit livre, un livre de poche, Panzer Battles, du major général von Mellenthin, qui était un général de blindés, et qui raconte toute l'histoire, toute la Deuxième Guerre mondiale, vue à travers effectivement l'utilisation des masses de chars blindés, des armées blindées, des Panzer Division, et puis ensuite des Panzer armés, des Panzergruppe, etc. Super intéressant. Ouais. Oui, et notamment donc un gros paragraphe sur Kursk, chapitre sur Kursk, et puis canonique, je l'ai apporté, Kursk 1943 de l'historien Roman Töppel, historien allemand, qui a décortiqué vraiment toutes les sources possibles et imaginables en Allemagne et en Union soviétique, enfin en Russie, qui a réussi à pondre un livre que là, moi j'ai en temps-puce chez Perrin, livre de poche, livre qui fait 350 pages, mais en comptant les index. C'est vraiment la somme qu'il faut posséder sur Kursk, où tout est abordé. Boom. Et puis pour finir, Guy Sagère, puisque Guy Sagère, qui est mort, dont on a appris la mort il y a quelques mois à peine, Guy Sagère, le soldat oublié, alsacien de la Großdeutschland, participe à Kursk. Guy Sagère a combattu à Kursk et l'a raconté. Donc ça peut être aussi une entrée en matière pour, si on veut,
si l'on n'a jamais trop rien lu sur la guerre à l'Est, ça peut être une très très bonne entrée en matière. Donc voilà pour les livres. Moi, malheureusement, je dois reconnaître que cette bataille, pour l'instant, alors, peut-être que ça m'a échappé, hein, c'est possible. Tu as parlé de cette mini-série là, tout à l'heure. Je n'ai pas trouvé on a parlé des livres, mais je n'ai pas moi trouvé de film, alors que c'est, comme je l'ai dit, une guerre, pas une guerre, une bataille assez graphique, qui est même monstrueusement graphique. Donc on pourrait en faire justement une série complète, en peut-être même plusieurs saisons. Mais je n'ai pas trouvé de film sur cette bataille. Peut-être que toi tu en connais. Non, ou... ça viendra peut-être. Ouais. Les Russes produisent à la chaîne aujourd'hui des films qui sont pas toujours très bons, mais qui sont visuellement tout à fait honorables et qui valent leur équivalent hollywoodien. Donc beaucoup de films de guerre, mais jusqu'ici... Alors que Stalingrad, par exemple, Oui. le Stalingrad de Jean-Jacques Hano, bon, celui-là qui est discutable. C'est Il y a un autre Stalingrad, celui-là qui est russe, Oui. qui est bien mieux. Et il y a un autre Stalingrad qui est allemand. Ah oui, Hein, voilà. qui s'appelle d'ailleurs Stalingrad. Tout le monde est content, qui comme ça. ouais, il y a un autre qui est allemand et qui est vraiment un très très bon film qui date du milieu des années 90, Ouais. des années 90. Ouais. Je me rappelle plus le nom du réalisateur, mais peu importe. Ouais. Mais en tout cas, la course, difficulté il y a de pas, course, oui, mais la difficulté par rapport à Stalingrad, c'est que graphiquement, comme tu dis, Stalingrad, bon, tu as des ruines, tu as des caves, tu as des égouts, tu as de la neige. Kursk, tu as 4000 tanks. Voilà. 4000 tanks, Voilà. 4000 avions. Voilà. En race campagne. En race campagne. La dernière forcément. expérience qu'on ait d'un film qui a essayé de montrer des batailles de chars, pour moi c'est la bataille des Ardennes, qui est une catastrophe. Ouais. Et qui date quand même d'il y a plus de 50 ans. Oui, facile, ouais. Hein, voilà, qui était tournée dans la Sierra espagnole, avec d'un côté des Pershing peints en allemand et de l'autre des Patton peints en américain. C'est très difficile. Alors il faut utiliser aujourd'hui des CGI, ce qui n'est pas toujours très réussi. Par ailleurs, les Russes, c'est certainement aussi lié à leur psyché, ils aiment les histoires de guerre, mais c'est souvent ils héroïsent des unités. Il y a un film qui s'appelle comme ça, Le Tigre Blanc, je crois, ou quelque chose comme ça, qui raconte comment un groupe de soldats soviétiques pourchasse un tigre, justement, mais le char, bien entendu, oui. qui est doté par eux, ou qui est doté de pouvoirs magiques, qui est invincible, et qui est blanc, parce qu'en fait, il est tout simplement repeint en blanc. Ce qui est absurde dans le film, puisqu'on n'est plus en hiver. Ouais. Et c'est très beau. Symboliquement. Oui, c'est très beau, mais c'est nul, quoi. Ouais. Scénaristiquement parlant, c'est nul. C'est nul. Ça vaut vraiment pas Fury, qui a plein de défauts, mais qui vous fait rentrer dans la peau d'un tankiste américain. Donc il n'y a rien voilà. sur course, à ma connaissance. Sur course, ouais, effectivement, moi je ne connais pas, mais si les auditeurs ont quelques sources, quelques films ou des séries, et ben allez-y, n'hésitez pas. Eh ben écoute, mon cher Laurent, merci, hein, comme d'habitude, ce sont des émissions très très intéressantes. Ça vaut largement Arte, hein, vous aurez noté, chers amis. Hein, nous, on n'a pas leurs moyens, donc on se retrouvera pour un prochain épisode. On verra. Moi, j'ai déjà ma petite idée. On verra. Mais j'ai déjà ma petite idée sur la prochaine bataille. Chers amis, chers auditeurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à mettre le pouce bleu, à partager cette émission, à l'envoyer à tous vos amis tankistes et grenadiers, amis des fan clubs des T34 ou des tigres. Voilà, allez-y, n'hésitez pas. Commentez, partagez. Vous pouvez même nous aider sur Tipeee si vous en avez envie. La vie commence toujours demain. Et au Lakers. Bestaubt sind die